C'est un des premiers projets où on a pu réellement s'exprimer en termes de taille de projet, de dimension de projet et dimension de maîtrise d'ouvrage en fait surtout. Comment arriver à transmettre l'enthousiasme qu'on peut avoir quand on est convaincu d'une idée et surtout stimuler au mieux les gens qui sont autour. Lorsque EDF a décidé de s'implanter sur ce territoire de Bure-Saudron, EDF avait l'intention de s'installer durablement, puisque les archives que l'on va mettre dans ce bâtiment sont des archives que l'on va conserver plus d'une centaine d'années pour la plupart. Nous souhaitions que l'insertion dans le paysage soit particulièrement travaillée. Il fallait que ce bâtiment soit une référence en matière de maîtrise de l'énergie. Il nous avait suggéré un modèle, en fait, au départ, qui était celui d'un bâtiment sur un seul niveau. Plutôt que partir sur un bâtiment plat, on a proposé un bâtiment de 5 étages. Et on a démontré que ce bâtiment en question, il avait moitié de l'enveloppe, en fait, de la surface de l'enveloppe, ce qui veut dire qu'a priori, il réduisait de moitié les échanges avec l'extérieur. Il fonctionnait mieux, puisqu'on montrait dans les deux figures qu'on coupait par 4, en fait, les efforts pour transporter les choses. Et donc ils m'ont dit, en fait, est-ce que tu penses qu'il est plus intéressant de ton point de vue, sur les aspects performantiels, de faire un bâtiment plutôt ramassé, parce que quelque part, nous, on est gênés de faire cette galette qui en plus vient se poser frontalement le long de la rue. On serait beaucoup plus à l'aise à faire quelque chose qui soit éloigné de la rue, enfin de la route, et qui vienne se compacifier. Alors évidemment, pour nous, c'était extrêmement intéressant. C'est un bâtiment où la température doit être constante toute l'année et sur des températures plutôt basses. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire une cave, mais une cave à ciel ouvert. Donc, est-ce qu'on peut faire une cave dont le principe est évidemment l'enterrement, mais donc une cave en superstructure et qui en plus se voit parce qu'il fallait pouvoir marquer ce territoire pour inscrire cet objet dans ce grand territoire, dans ce grand vide. C'est un territoire extrêmement rural. Donc il y avait autour du site un potentiel à exploiter qui était celui signifié par le changement des saisons et le changement de conditions de la nature autour. Et évidemment, on a immédiatement pensé au caméléon, cet animal qui, en fait, en fonction de l'endroit où il est posé, il change de couleur. Et en regardant sa peau, on s'est aperçu qu'en réalité, 80% de la peau est fait d'une sorte de capteur de couleurs, alors que le reste reste fixe. En traslant cette métaphore à notre bâtiment, on a commencé à dessiner des points en fait, qu'on a imaginé en acier, une matière qui nous permettait de réfléchir à ce qui se passait autour, et qui venait tramer, qui venait dessiner une façade en béton coloré de la même couleur que la terre. Et par là a démarré en fait, le défi technique de cette peau. Sur l'aspect façade, notre rôle dès le départ, ça a été d'essayer de traduire concrètement, d'un point de vue technique, le parti architectural. Ce qui a vite quand même fait dévier vers la solution béton préfabriqué, panneaux préfabriqués, plutôt que coulé en place, c'est le fait d'incorporer ces 100 000 pastilles. Ça voulait dire, si on le faisait sur place, qu'il fallait incorporer sur place 100 000 pastilles à 15 mètres de haut.
Une fois qu'on était parti sur la solution préfa, on savait qu'on avait des joints. Donc après, c'était ce calpinage de pastilles qui permettait d'essayer de retrouver une homogénéité et puis une linéarité de la façade. La difficulté du chantier, c'était de réaliser des panneaux de très grande hauteur, puisqu'ils faisaient 15,80 m de hauteur, en un seul morceau. Donc on a travaillé environ 1 an avant le démarrage du chantier pour faire tous ces prototypes-là et arriver au résultat souhaité. Alors les différentes étapes de fabrication, la première étape, c'est le coffrage périmétrique, c'est-à-dire qu'on coffre la pièce sur sa périmétrie. La deuxième phase, ça va être la mise en place des pastilles. On doit avoir 63 panneaux de mémoire sur lesquels on a des pastilles. Il y a environ 100 000 pastilles et elles étaient implantées par les architectes de façon différente sur chaque panneau. Pour respecter ce motif, qui était un motif d'un bosquet qui était juste derrière le bâtiment, qui a été pixelisé et mis sur les façades, on a dû s'inventer un autre système. On a placé sur le lieu où on fabrique les panneaux des projecteurs qui envoient en fait des rayons laser qui donnent la position de chaque pastille et l'opérateur insère la pastille un par un jusqu'à redessiner en fait le motif de départ. Ça prenait à peu près une demi-journée à 2 personnes pour implanter, je vous dis, en moyenne 1200 à 1500 pastilles par pièce. Derrière, on avait un coffrage complémentaire pour faire les nervures qui servent à raidir le panneau et un rebétonnage avec un béton plus traditionnel. Ça occupait toute la journée pour, je vous dis, à peu près 4 ou 5 personnes. Une nuit de séchage. Le lendemain matin, les pièces étant coffrées sur des tables à relevage hydraulique, on a un relèvement de la table. Et puis manutention avec 2 ponts roulants du fait de la longueur pour éviter aux panneaux de cintrer. Et chargement remorque pour aller en phase de traitement. Donc une semaine de séchage dans le parc. Et après on attaquait le traitement de surface. Pour arriver à une texture du béton qui puisse être le plus minéral possible, on sable, c'est-à-dire avec de l'eau et du sable, avec un jet à haute pression. On injecte donc cette eau sur la surface du béton pour ressortir de la porosité et surtout pour nettoyer les bords irréguliers des pastilles, pour arriver à cette surface complètement planaire entre l'acier et le béton, comme si c'était une seule matière. À partir de là, on lave le béton avec un jet d'eau à haute pression et par le même jet, en fait, on enlève le film sur la pastille. Une des spécificités de ces panneaux, c'était de réaliser donc des bétons teintés dans la masse, dont la teinte rappelait, j'ai envie de dire, la teinte des champs environnants quand ils viennent d'être labourés avec un mélange de calcaire. Donc c'était vraiment un travail sur la teinte, sur le parement. C'est un parement qui a été légèrement hydrogommé pour justement casser un petit peu le glacé du béton et retrouver un aspect un petit peu sablé avec un petit peu de matière, un petit peu de rugosité.
Et l'autre aspect béton, c'était la protection du béton. Donc on souhaitait avoir un béton qui soit pérenne. Là, le choix, c'était d'utiliser un ciment particulier qui est un ciment auto-nettoyant. C'est des ciments qui ont du dioxyde de titane, qui est un photocatalyseur, qui, avec la lumière naturelle, permet, par oxydoréduction, en fait, de détruire tout ce qui est salissure d'origine organique. Donc les mousses qu'on voit sur tous les bâtiments, les mousses, les lichens, etc. Les panneaux sont transportés deux à la fois, à Nantes à Bure, c'est-à-dire dans l'endroit des deux points les plus extrêmes de la France, l'Est-Ouest. Ce transport se fait à travers un tir où deux panneaux sont montés côte à côte. C'est des panneaux très fins, justement, pour qu'ils soient le plus légers possible et qu'ils soient le plus grand possible, qu'on limite au maximum le nombre de joints, surtout qu'on ne les recoupe pas en deux dans leur hauteur. C'est pour ça qu'on a des panneaux qui font 15,65 m. L'épaisseur totale du panneau, y compris nervure, fait 17 ou 18 cm, 17 cm 5 exactement. Donc c'est des panneaux très très élancés, donc dimensionnés, j'ai envie de dire, au plus juste. C'est assez spectaculaire parce que les panneaux ils passaient dans les villages en fait, et on continuait à voir cet effet de réflexion de ce qui se passait pratiquement le long de tout le trajet. Une fois sur place, un autre petit défi technique s'est posé. Il n'existait pas d'outil dans le marché qui permettait de lever le panneau. Donc on a dû dessiner, on fait un engin, on l'a coloré en rouge pour marquer la différence avec les outils de chantier habituels, et qui nous permettait du coup d'appliquer cette rotation. Et une fois le panneau en vertical, on pouvait le suspendre à travers une grue à la façade. En réalité, les panneaux, ils ont été presque le plus sollicités de leur vie le jour où on les a levés. Le jour où ils sont passés sur le chantier de la position allongée à la position debout, ils se sont trouvés dans une situation de sollicitation qu'ils ne retrouveront plus jamais dans leur vie.
Donc le cube, c'est pratiquement une boîte d'archives à grande échelle. Tout ce qui est plateforme et gestion se distribue dans une plaque qu'on a imaginée en utilisant le niveau naturel du terrain. Le site est incliné, on est venu avec un volume, on fait compenser cette inclinaison pour finalement générer un écart de 3 mètres qui nous permettait de placer la façade des bureaux dans l'endroit qui nous paraissait le plus intéressant. C'est lui avec une meilleure exposition, donc ils sont sud-ouest, et avec une vue la plus dégagée et la plus intéressante sur le paysage de la maison. Du coup, on ne voit jamais, depuis l'extérieur, la partie technique et les échanges qui se font entre les transports et les gens qui trient en fait, les archives. Il y a quand même une écriture donc de l'agence qui est assez minimaliste, et donc d'où la volonté d'avoir les choses les plus simples possibles. Donc je pense notamment c'est ce haut vent d'entrée, donc avec un porte-à-faux de 7 mètres, interrompu par toutes ces pastilles, en fait toutes ces réservations pour les lumitubes qui apportent de la lumière dans le haut vent d'entrée. Et également la terrasse, sur la terrasse des bureaux, on a encore 7 mètres donc, de portée. Donc 100 points porteurs derrière donc, qui sont cachés dans les cloisons. Et en même temps, on a un trou énorme au milieu de cette casquette pour apporter quand même et filtrer la lumière sur la terrasse. Un autre élément qui moi, je trouve très réussi, vraiment, c'est les ouvrants pompiers. Donc les ouvrants pompiers qui sont de la même matière que les panneaux préfa, donc en béton, qui sont avec incrustation de pastilles et perforation pour apporter de la lumière dans les circulations. Notre volonté, c'était de dessiner les fluides, enfin organiser les fluides pour que ça crée un espace architectural en fait. Donc c'est par exemple dans les circulations, on a ces gammes de CVC qui dessinent, qui divisent en 3 l'espace au niveau des plafonds, donc qui dessinent un faux plafond architectural. On a une boîte donc à la fois compacte et extrêmement inerte par cette masse de béton apportée à la fois par les murs, donc des voiles de béton importants, et les planchers intermédiaires qui ramènent donc une inertie de façon importante. Donc l'inertie, c'est exactement la même chose qu'une grotte ou qu'une cave. Ça permet de maintenir des températures, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit apport de chaleur, donc à chaque fois qu'on ouvre la porte des archives, cette chaleur se retrouve absorbée par la masse, ce qui fait qu'on ne réchauffe pas l'atmosphère. C'est les murs qui viennent absorber cet excédent de chaleur. On est branché sur le réseau EDF, mais on utilise un système donc extrêmement performant avec un approvisionnement énergétique, on va dire naturel. On récupère les frigories du sous-sol en installant un système thermodynamique, donc couramment appelé pompe à chaleur, qui permet de faire circuler un fluide donc, dans le sous-sol et de récupérer les frigories du sous-sol. Donc les frigories, c'est l'inverse des calories, hein, ce sont des particules, enfin, du froid par rapport aux calories qui est porteur de chaud. Un travail très intéressant a concerné en fait, toute la partie qui était la gestion de l'eau du bâtiment. En utilisant la pente naturelle du terrain, en fait, on sort l'eau du bâtiment, on la fait passer à travers la racine des plantes, on la récupère en bas de ce parcours pour la réinjecter à l'intérieur du bâtiment. Et on a fait les premiers tests sur l'eau, elle est pratiquement en fin de parcours, elle est potable. La problématique pour nous, c'est comment on intègre dans un paysage rural, purement rural, un cube de 18 mètres de haut. Notre réponse à ça, ça a été la plantation d'une forêt. On a voulu rester dans le registre rural, donc on a pensé ruralité, sylviculture, et on a fait une forêt transposée en mode contemporain et naturaliste, on pourrait dire. C'est-à-dire on a fait une forêt qui permet de cadrer des vues et d'organiser la mise en scène du bâtiment.
principalement des chaînes. On n'était pas obligé de faire une PINED pour rentabiliser un investissement au bout de 20 ans. Donc on fait un geste pour l'avenir et on essaye de se projeter à la même échelle de temps que la construction. Compte tenu de la densité qu'on a mise, moi je crois que dans 40 ans, on verra plus le bâtiment depuis certains bords de la route. L'exercice de style naturaliste nous approche aussi d'une approche un peu anglaise, et c'est vrai qu'on a réintégré la question des limites avec ce dispositif classique de l'art des jardins qui s'appelle le AA, c'est un fossé dans lequel on insère la clôture. Donc ce travail de fossé a été couplé au travail sur les noues pour la rétention des eaux pluviales, et donc on a une série comme ça de dépressions dans le territoire qui viennent intégrer un petit peu tous les éléments et qui établissent une continuité depuis l'architecture jusqu'au grand paysage. C'est le but qu'on ne devine pas les limites administratives de la parcelle. Aujourd'hui, je peux dire qu'à l'issue de la construction de ce bâtiment, un certain nombre de promesses sont déjà tenues. On a un bâtiment qui est très beau, je trouve, et d'une grande pureté de ligne. On a beaucoup discuté entre nous, on a beaucoup échangé, on a négocié, mais la grande qualité de relation qu'on a pu avoir ensemble et la franchise de ce qu'on a pu se dire a fait que finalement, l'architecture a pu réaliser quelque chose conforme à ce qu'on souhaitait avec le résultat que vous pouvez voir sur les images. Depuis le début, ils nous font confiance en fait. C'est pour ça qu'ils nous ont suivis justement dans cette expérimentation de façade. Ils sont allés avec nous jusqu'au bout, on est allé voir les échantillons avec eux, ils ont dit oui, non, ils ont travaillé sur l'échantillon autant que nous. C'était vraiment un vrai dialogue, un vrai échange. C'est l'archétype en fait, d'une architecture qui n'est pas du tout présente dans les alentours. Et en plus, associé à l'image du nucléaire, on avait cette terreur que les gens n'acceptent pas ce bâtiment. Et ce qui est très touchant, il y a quelqu'un dans le village qui me l'a raconté, et du coup, depuis, je suis allé vérifier moi-même, c'est que finalement, ils adorent la façade, et ils viennent des différents villages le soir, et donc ils attendent que le soleil se couche, et ils regardent à travers la façade du bâtiment, ils regardent le mouvement complet et les couleurs du soleil qui est en train de se toucher. Et la première fois que j'ai vu cette scène, c'était un moment extrêmement touchant, en fait.